Donc, ça nous amène vers le problème des repères visuels naturels. Si on se localise avec des caméras, il faut être capable de trouver des points saillants dans les images, les trouver rapidement, et être capable dans le fond, de rassigner des signatures visuelles. Donc, c'est ce que le système de repères visuels va nous permettre de faire. Donc, de faire du tracking d'objets, de points de repères visuels. J'en avais parlé, les casques de réalité virtuelle ont des caméras qui pointent vers le haut et vers le bas, justement pour être capable de retrouver des points de repère dans l'environnement, dans votre chambre, par exemple, pour être capable de retrouver la position 3D du casque. On avait déjà introduit un peu le concept de région intéressante. Donc, ce n'est pas tous les endroits dans une image qui vont être utiles pour la localisation. Ce qu'on veut, donc, c'est de trouver des points qui sont saillants dans l'image, des coins, par exemple. On va appeler ça des key points. Et après ça, on va vouloir calculer une signature visuelle qui va être placée autour de ce point-là. Et ça, on va appeler ça un descripteur. Donc, un key point qui est localisé physiquement, plus un descripteur qui est un résumé visuel de l'apparence d'une rognure d'image. On combine ça ensemble et on obtient ce qu'on appelle un feature visuel. Et pourquoi on ne va pas calculer une signature pour chacun des pixels? Ben, c'est question de temps de calcul. Ça prendrait beaucoup trop de temps de le faire pour tous les pixels de l'image. Et de toute façon, on le sait d'avance, quand je regarde une image, là, on le sait qu'il va y avoir peut-être 70% des régions d'une image qui ne sont pas utiles ou intéressantes pour faire justement de la localisation. À partir, je le répète, là, je n'ai peut-être pas été très clair, là, mais c'est à partir de notion de feature visuelle. Donc, première étape, partons à la recherche de coins. Donc, notre Key Point Detector va essentiellement chercher des coins dans une image. Qu'est-ce qu'un bon Key Point? Un bon Key Point, c'est un Key Point qui va être différent des voisins en termes de texture, de couleur et d'intensité. Donc, on veut qu'il soit, en anglais, le distinctiveness. On veut qu'il soit distinct. Aussi, on veut que la détection de ce Key Point-là soit répétable. Donc, c'est-à-dire, je prends une photo de mon environnement, je trouve des key points qui correspondent, par exemple, au coin d'un interrupteur électrique pour les lumières. J'avance mon robot de 10 cm, je reprends la photo. J'aimerais qu'un key point soit détecté encore là, au même endroit physique, là, sur un coin d'interrupteur, par exemple. Donc, ce qu'on appelle la répétabilité. Donc, on veut que ça soit répétable malgré des changements. Hein, l'environnement n'est pas entièrement statique. D'ailleurs, si on fait un cours de robotique mobile, ça veut dire que le robot lui-même va être dynamique. Donc, on veut que ça soit répétable malgré les changements de point de vue qui sont induits généralement par le déplacement du robot. Donc, ça va faire des rotations, des translations, ce qu'on appelle les transformations affines, là, qui vont préserver les points, les droites, les plans et le parallélisme. Genre de transformation affine, donc c'est rotation, shear, c'est j'oublie le terme français, la translation. Bref. Aussi, changement d'illumination, ça se peut que la lumière change dans la scène, mais on veut quand même que notre key point s'allume tout le temps. Quand je dis s'allume, qu'il soit détecté là, de façon plus répétable possible. On veut aussi que notre key point soit localisé. Parce que si on utilise nos points de repère dans une image pour se localiser, si notre key point, dans le fond, a de la misère il est comme très, très, disons, flou dans son endroit où va déclencher dans une image, ben, ça ne va pas faire des bons points de repère. Hein. C'est comme s'arrimer sur des... je vais vous montrer la photo tout à l'heure. C'est comme les grimpeurs, vous avez, quand vous grimpez des murs, vous avez des espèces de blocs là, attachés. J'oublie le nom de ces blocs-là. Ce sont des blocs très colorés. Ben, si les blocs sont mous, ça branle, puis la vis n'est pas très serrée, ben, vous n'allez pas être capable de bien vous stabiliser. C'est la même chose. Si vos key points sont mous et ont tendance à fluctuer dans leur position, ce qui sont détectés dans une image, ben, ça ne va pas donner des bons résultats de localisation. Donc, on veut qu'il soit localisé. On veut aussi qu'il soit rapide à calculer. Encore là, il va y avoir un compromis. Le meilleur des key points, s'il prend 2 secondes à calculer pour une image au complet, on ne va pas l'utiliser. Ça va d'intérêt purement académique. Parce que là, pour le key point, on n'a pas le choix. Il faut parcourir l'image au complet pour les trouver, les key points. Et aussi, on va en trouver de nombreux.
Rappelez-vous le 1 sur racine carrée de n. Si on utilise des points de repère dans une image, bien, plus il va en avoir, mieux sera notre localisation. Donc, un des premiers opérateurs pour trouver des key points, c'était Moravec, qui était un des chercheurs qui avait travaillé sur les années 60-70. Donc, il a inventé beaucoup de techniques de vision à l'époque pour être capable de trouver rapidement ces coins dans les images. N'oubliez pas qu'à des années 60-70, les ordinateurs, ça n'allait pas très, très vite. Donc, il devait faire des techniques relativement simplettes pour retrouver des coins. Donc, ils vont utiliser un concept qui s'appelle le Sum of Squared Difference, donc SSD, comme mesure de similarité entre deux patchs d'images. Donc, j'ai une patch I qui peut être, par exemple, de 5 par 5 pixels. J'ai une patch J de 5 par 5 pixels. Et pour chaque pixel dans la patch A, donc, excusez-moi, I et J, ça représente les index des pixels dans les patchs. Okay. Donc, j'ai une patch A, j'ai une patch B. Et pour chacun des pixels correspondants, donc la même position, donc par exemple le coin supérieur gauche, IJ, les indices du coin supérieur gauche, je vais prendre le pixel du coin supérieur gauche de la patch B, je vais faire la différence, je vais mettre ça au carré, et je vais répéter l'opération, je vais sommer ça pour tous les pixels, toutes les paires de pixels correspondantes entre les deux patchs. Donc, ça va me donner une indication de la différence. Si les deux patchs sont identiques, ben, ça veut dire que la différence ici va être 0, 0 au carré, je fais la somme, ça va donner 0. Mais plus les valeurs de I vont être différentes d'une patch à l'autre, plus grande sera cette somme-là. Puis, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va définir un coin comme étant une région dans l'image où, si je déplace la fenêtre par en haut ou en diagonale par en haut vers la gauche ou vers la gauche ou en diagonale en bas vers la gauche ou vers le bas, ainsi de suite. Donc, si je la déplace un peu, la SSD va varier beaucoup. Donc, si je suis dans une région uniforme, ici on le voit bien, si je décale, si je me patch ici au centre et je prends une patch qui est décalée juste d'un pixel vers le haut, comme les deux ont à peu près les mêmes intensités, ben le SSD va être relativement faible. Même chose si je vais ici à gauche ou à droite. Si je suis proche d'une bordure ou sur une bordure, vous voyez ici, si je me déplace vers la gauche, je vais avoir plus de pixels blancs dans ma patch, donc je vais avoir un SSD qui va être relativement important. Même chose si je m'en vais vers la droite, mais si je vais vers le haut ou vers le bas, je n'aurai pas de différence ici vraiment de SSD. Donc ici, si je fais la somme des SSD pour chacune des 9 directions, ça va être plus élevé qu'ici. Par contre, si je vais dans un coin, vous voyez ici comment dans beaucoup de directions où je me déplace, le SSD va varier quand même beaucoup. Donc, le fait de rechercher cette variation-là de SSD dans l'image va naturellement nous guider vers trouver des coins. Donc, elle serait où la deuxième patch B? C'est la même décalée d'un pixel exactement. Ça serait donc, ou d'un delta pixel. L'idée, c'est que ça serait, ma patch A, c'est toujours la patch ici bien indiquée. Là. La patch B, ça serait une des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patchs autour. Enfin, je ferais comme une double somme ici. Je décale 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels. Là. C'est un nombre fixe que je choisirais, là, le delta de pixels que je me tasse. Parce que si je tasse juste d'un pixel, ça se peut que ça soit pas, ça n'explorerait pas très, très bien l'environnement. Donc, peut-être 2, 3, 4 pixels. Peut-être la moitié de la taille de la patch, par exemple. Mais pas tellement plus que ça. Donc, c'est notre définition d'un coin. C'est un endroit où ça varie. L'apparence, oui, on peut le voir comme étant une sorte de dérivé qui est comme modulé en partie sur la taille de la patch ici. Oui, on peut le voir comme étant une dérivée. Mais c'est ce qu'on cherche. On cherche des variations d'intensité lumineuse. Donc, quelque part, c'est le concept de dérivée qui revient. D'ailleurs, on le voit ici, quand on a un moins ici, dans le fond, il va y avoir un delta. C'est juste que ce n'est pas une dérivée pour me parler parce qu'on fait un carré ici, là, puis on fait une somme. Là. C'est calculé sur une patch. Mais oui, c'est une forme de dérivée. Dans un cousin germain. Donc, Moravec, dans ses expériences, vous voyez ici, on a un monde là, de type Cube World. On voit quand même que l'opérateur Moravec a tendance à trouver ils ont dû mettre une espèce de seuil, là, la quantité minimale de variation de SSD. Donc, on voit que
on retrouve quand même passablement tous les coins dans l'image et on retrouve aussi des bordures. C'est pas catastrophique, là. Mais clairement, on voit des beaux coins ici qui vont ressortir avec cet opérateur-là. Et surtout, ça se calcule relativement rapidement. Après ça est arrivé le Harris Corner Detector, qui est un détecteur de coins qui est encore utilisé de nos jours. Donc, c'est quand même important comme opérateur. Ce qui est intéressant, ça fait intervenir le concept donc d'approximation par série de Taylor. On avait vu donc en révision mathématique au deuxième cours. Donc ici, j'ai un pixel à la coordonnée UV. Donc chacun des carrés ici, ce n'est pas une patch, c'est vraiment un pixel. J'ai vraiment grossi ça pour être capable de bien mettre mes variables. Donc ici, j'ai tassé d'un pixel vers la droite et ici, j'ai tassé de 2 pixels vers le haut. Donc on va dire que donc j'ai une intensité, ici c'est là, je m'excuse, je reprends la notation des articles scientifiques. Là, le I ici, essentiellement, c'est une dérivée. Là, donc, on voit ici, c'est le gradient de l'image ici là, en X. Donc, la dérivée partielle de comment mon intensité lumineuse varie en X à un endroit particulier. Donc, ça serait la différence entre l'intensité ici et ici. Même chose pour le Y, ce serait l'intensité entre ici et ici. Donc, ça me donnerait le gradient en Y que le gradient en X. Question. Donc, vous dites qu'on ne doit pas analyser toute l'image pour des raisons de temps de traitement, mais le précédent algorithme n'a pas vraiment le choix de le faire pour détecter tous les coins dans l'image. Effectivement. Donc, j'ai été un peu vite peut-être dans l'expression. Comme me disait si bien un ancien professeur, enseigner, c'est mentir. On compte des mensonges, je pourrais s'en dire en passant, c'est pas tout à fait vrai. Il y a cette exception-là qu'on doit appliquer, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a certaines opérations qu'on doit absolument faire sur toute l'image au complet. Parce qu'on n'a pas le choix. Pour trouver les régions intéressantes d'une image, je n'ai pas le choix que de regarder l'image au complet. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va cantonner les opérations les plus coûteuses, en général, sur des parties restreintes. Puis quand on n'a pas le choix que d'appliquer l'opération sur l'image au complet, on va développer on va utiliser des techniques qui ne consomment pas beaucoup de temps de processeur. Notez aussi que ça devient de moins en moins critique maintenant parce qu'avec l'arrivée des cartes graphiques, là, les GPU, maintenant qu'on a des cartes graphiques qui peuvent travailler en parallèle, les GTX 3090 de NVIDIA ont 10 000 processeurs. Donc, ça peut faire du traitement parallélisé sur les images au complet relativement rapidement. Donc, oui, il y a quand même une opération qu'on peut faire sur toute l'image au complet, puis celle des keypoints est généralement celle qu'on va faire sur l'image au complet. Comme vous avez vu, c'est une opération qui est relativement simple à faire. Et aussi important, c'est une opération qui est facilement parallélisable. Donc, retournons sur notre détecteur de coins Harris. Donc, ils ont dit, on estime que je peux avoir les gradients de mon image, qui sont ceux-ci. Et là, si vous vous rappelez, lorsqu'on fait une approximation par série de Taylor, on va dire que la valeur à un endroit différent de mon point d'origine, ça va être approximativement la valeur du point d'origine plus la dérivée partielle de la variable, des variables, fois le delta entre l'origine puis la nouvelle valeur que je vais avoir. Donc ici, ce serait delta x, ça, un décalage de 1 par exemple pour ici, fois le gradient en x calculé au point ici de l'image. Et là, dans ce cas-ci, c'est un cas où j'ai une fonction avec deux variables, u et v. Donc, je vais aussi avoir la dérivée partielle par rapport à y fois le delta y. Donc, la valeur d'intensité lumineuse ici, on peut dire qu'approximativement, ça devrait être la valeur du pixel ici, plus dérivée partielle fois delta x, plus dérivée partielle à y fois delta y. Ça devrait être approximativement ça. Donc, c'est une approximation. Ça implique donc que l'image spatialement ne bouge pas, ne varie pas trop. Donc, c'est des surfaces qui sont quand même relativement lisses dans l'environnement. Donc, Harris va aussi être basé un petit peu sur des changements d'apparence SSD. Donc, pour une paire de pixels, donc si on regarde la différence estimée, donc avec ces équations-là, entre ici et ici, donc la différence, vous voyez, l'endroit, c'est U plus delta X à V plus delta Y. Donc, vous avez ça ici, les coordonnées.
moins l'intensité lumineuse ici, si je me mets au carré. On va dire que c'est approximativement égal à l'intensité ici, plus l'expansion de Taylor ici, on le retrouve ici, au carré, moins la valeur d'origine ici. Donc, clairement, le terme ici, le terme là va disparaître. On va dire que ça devrait être approximativement égal au gradient en x fois delta x plus gradient y fois delta y au carré, approximativement. Et on va utiliser donc, si on peut faire l'expansion ici, par la suite, j'ai un terme au carré. Et on peut maintenant l'exprimer sous une forme de matrice. Donc, j'ai delta x, delta y, delta x, delta y. J'ai le terme en diagonale ici. Si on les voit ici, les 2 fois i, le gradient en x et le gradient en y. Et ainsi de suite. Donc, ce qui va arriver, on va avoir une représentation matricielle de notre équation ici. Et ça, c'est pour une seule paire de pixels. Et donc, maintenant, on va regarder voir comment les SSD varient en regardant les patchs voisines. Donc, c'est un peu l'idée ici. Donc, pour une paire de pixels, on avait dit qu'approximativement, je pourrais avoir la SSD en 2 pixels qui est égale à ça. Donc, si je veux comparer deux patchs qui sont décalés par delta X et delta Y, ben, tout ce que je vais faire, c'est que je vais sommer ça ici sur tous les pixels d'une patch. Donc, vous voyez ici, j'ai une patch ici UV. Je décale de delta X, je décale de delta Y. Et en utilisant l'équation ici, dans le fond, ce qu'on va dire, ben voilà, j'ai simplement à faire, je peux approximer la différence d'apparence SSD entre ces deux patchs-là en disant que ça va être delta X, delta Y. La somme pour tous les paires de pixels, donc ici, j'ai une paire de pixels, j'ai une paire de pixels, donc j'aurai 9 paires de pixels. Donc, je fais ce terme-là ici est additionné 9 fois. Donc, ça va me donner une matrice qui va contenir de l'information sur comment ces deux patchs-là vont être différentes. J'ai une matrice M, qui est la somme donc, de toutes ces dérivées partielles-là. Okay. Donc, ça va nous donner une idée de comment spatialement les patchs varient. Okay. Et si on regarde maintenant la distribution des dérivées X, Y, donc si vous avez une surface uniforme avec un petit peu de bruit, donc vous voyez comment les gradients vont être situés proches dans le fond, autour de l'origine ici, là, X et Y, là, autour de l'origine. Il va être dans le fond une distribution qui est relativement isotropique. Alors que si vous avez une bordure, par exemple, verticale, bien, la distribution va être anisotropique, mais va surtout être, dans le fond, dans cette direction-là. Là. On voit ici que ça va y avoir beaucoup de gradients en X, mais pas de gradient en Y. C'est normal, le gradient va être ici en X, mais pas en Y. Alors que si vous avez un coin, vous voyez comment la distribution des gradients en X et en Y, elle est beaucoup plus large. Okay? Et va dans les deux directions. Donc, c'est ce que Harris va venir faire, c'est-à-dire, je vais calculer ces matrices M-là qui correspondent à des sommes de dérivées partielles. Et je vais regarder voir les valeurs propres. Hein? Les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, de cette matrice M-là. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Okay? Si vous avez une région qui est relativement uniforme, ça veut dire que la distribution des gradients ici va être relativement faible. Okay? Et ce qui arrive, c'est que les valeurs propres de la matrice M vont être relativement petites. Lambda 1, lambda 2. Si vous avez une bordure, disons, je ne sais pas moi, là, qui serait horizontale, il va y avoir une valeur propre qui va être nettement plus large que l'autre. Si vous avez une bordure dans l'autre direction, c'est l'inverse. Donc, c'est, disons ici, la valeur propre 2 qui va être plus grande que la valeur propre 1. Et si vous avez un coin, eh bien, la valeur propre 1 et 2 vont être similaires et les deux vont être larges. OK. Donc là, on va passer du problème de chercher un coin à calculer mes matrices M pour l'image au complet. Donc, pour chacune des régions de l'image, je vais attribuer une matrice M. Et après ça, je vais vouloir trouver les matrices M qui ont des valeurs propres, qui ont ce type de signature-là. Donc, les deux qui soient larges et les deux similaires. Donc, l'algorithme, l'idée, c'est qu'on ne va pas calculer exactement des valeurs propres. C'est une matrice de 2 par 2. On va l'approximer. Puis, c'est pour ça qu'on est capable de le faire relativement rapidement. Donc, en grosso modo, l'algorithme de Harris, là, j'ai mis la version en MATLAB ici.
Mais notez que j'ai mis aussi, j'ai recodé ça en Python il y a 2 semaines, donc vous pouvez voir le code aussi. C'est juste que MATLAB étant plus succinct, c'est plus propre à présenter. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est calculer des dérivés dans les images en incluant des fossiles. Donc, on le voit ici, donc une convolution. Donc, vous voyez ici, j'ai mon filtre Sobel que j'avais présenté pour faire le calcul de dérivés. Donc, vous voyez ici, on va dire que ma matrice qui va contenir les dérivés partiels en X pour toute l'image, je fais une convolution en 2D avec l'image et le filtre. Même chose en Y. Donc, j'ai une matrice ici. Ça, c'est des matrices qui vont contenir pour chacune des entrées la matrice, la valeur correspondante du gradient X et en Y. Ensuite, je peux la mettre au carré individuellement, puis après ça, faire le produit X, les gradients X et Y, parce que je vais en avoir besoin plus tard. Encore là, ici, j'ai des matrices 2D. Ensuite, on va faire la somme des produits des dérivés, donc sum of the product of the derivative at each pixel. Dans le fond, une convolution, ça peut être vu comme une somme pondérée, donc on va utiliser encore une convolution qui est une fenêtre peut-être gaussienne pour faire cette somme des produits des dérivés. Donc, vous voyez ici, j'ai créé une gaussienne 5 par 5 avec un diamètre de 1 pixel. Donc, vous voyez ici les valeurs numériques. On applique la convolution. Encore là, convolution, c'est des opérations mathématiques qui se font très, très vite sur des processeurs. Ensuite, il y a un critère qui est relié aux valeurs propres, qui est simplement le déterminant, bien là, c'est H, là, mais c'est M. Là. Donc, le déterminant de M moins K fois la trace de M au carré. Pourquoi? Parce que, c'est ce qui est, je n'ai pas plus de justification ici à faire que ça, mais l'idée, c'est que ça va donner un critère R qui, lorsque les valeurs propres sont élevées et qu'ils sont de taille, de grandeur similaire, R va être relativement élevé. Donc, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met un seuil sur R et toutes les valeurs de R au-dessus d'un certain seuil devraient correspondre à des régions qui sont des coins dans l'image. Donc, ici, c'est le code. Là, je n'en parlerai pas tellement plus que ça. Donc, vous voyez ici, là, je demande à MATLAB, trouve-moi tous les pixels qui ont, par exemple, une valeur de R supérieure à, ça c'est 1000, ça c'est supérieur à 10 millions. Donc, c'est toutes des opérations. Vous voyez, c'est très compact en termes de code. C'est facile à optimiser sur des processeurs. Puis, voici donc les résultats. Donc, j'ai mon image d'entrée ici. La matrice IX contient les dérivés partiels en X. On la voit ici. Donc, vous voyez comment on a les bordures. Vous voyez ici, on passe de clair à foncé. Donc, vous voyez, j'ai des valeurs qui sont élevées. Donc, tout ce qui est gris, c'est neutre. Ce qui est blanc, c'est positif. Ce qui est noir, c'est négatif. Vous voyez ici, la bordure, ici, je passe de foncé à clair. Donc, vous voyez ici, j'ai une valeur négative. Ici, c'est pour Y, donc c'est pour tout ce qui est horizontal. Dans ce cas-ci, ce serait horizontal. Et après ça, donc, vous voyez, si je mets un seuil sur R qui est de 10 000, vous voyez, j'ai beaucoup de pixels qui ressortent. 1 million, j'en ai moins. 10 millions, j'en ai beaucoup moins. Question. Pourquoi applique-t-on la gaussienne après la dérivation? On n'a pas vu qu'il faudrait mieux faire le bruit, qu'il faudrait mieux le faire avant pour éviter l'implication du bruit. Ça, c'est la beauté des systèmes linéaires. La dérivée est une opération linéaire, la convolution est une opération linéaire. Et ce qu'on sait, c'est que l'ordre d'opération linéaire n'importe pas. Donc, que je filtre mon image et que je fasse la dérivée, je vais avoir le même résultat que de dériver et après ça, filtrer mon bruit. Que je fasse l'opération dans un sens ou dans l'autre, dans un ordre ou dans l'autre, la résultante va être la même. Donc, c'est dans le fond, le choix du moment où on le fait, ça va être un choix qui est plus, je dirais, technique, c'est-à-dire soit que c'est pour sauver du temps de calcul, des fois, de faire l'opération une avant l'autre, des fois, on peut sauver du temps, là, ou des questions de stabilité numérique, ou des questions mathématiquement, c'est plus compact de l'exprimer d'une façon que d'une autre. Mais l'idée, c'est la beauté des systèmes linéaires. Hein, on les aime pour ça, les systèmes linéaires. Hein, des fois, on n'en parle pas trop dans les cours. Pourquoi on traite du linéaire? Mais c'est parce que ça, après ça, on a tellement de flexibilité. Voilà, donc ça, c'était Harris. Encore là, notez, le code est très compact. Il est assez concentré. C'est du coulet de commande à cuillère, là, je ne vous le cacherai pas, mais en même temps, c'est très compact, donc ça roule vite. Mais le détail important, ce qui va arriver, donc ici, je l'ai mis donc c'est une image que j'ai traitée, vous avez le code là.
Mais ce qui va arriver, c'est que mon Harris va déclencher plusieurs fois proche des coins. Donc, vous voyez ici, Harris est déclenché pour tous ces pixels-là ici. Et donc, il faut faire une opération supplémentaire. On appelle ça la suppression des non-maxima locaux. Donc, ça veut dire que pour une région où j'ai des coins qui sont situés un côté de l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement conserver un seul des coins. Et je vais prendre, dans le fond, celui-là qui est le plus fort. Ici, c'est dans le fond, si vous vous rappelez, on calculait une valeur R, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour tous les pixels ici, les cercles rouges, là. Je vais voir c'est quoi la valeur de R qui est la plus forte et je vais la conserver et je vais éliminer après ça les autres coins. De sorte à ce que j'ai seulement une détection pour cette région-là. Voilà, donc c'était Harris. La raison pourquoi je le désactive, c'est que je vais vous montrer un peu pour vraiment bien illustrer. Quand je parle de coins, tout ça, des fois, ça peut être un peu mystérieux. Là. Et là, j'ai pris, regardez, deux coins en métal. Là. Okay. Puis l'idée, là, quand on fait du recalage, on fait l'opération mécanique de dire, je prends une pièce puis je la cale dans l'autre. Okay? Puis l'idée d'avoir des, on voit bien ici, là, l'idée d'avoir des coins, c'est que mon coin va venir à côté sur, vous voyez ici, j'ai deux bordures, là, c'est à 90 degrés, là, donc j'ai une bordure va me servir d'une contrainte. Après ça, quand je pousse, j'ai ma deuxième contrainte. Donc, ça fait que j'ai quelque chose qui est très, très solide en termes de recalage quand j'ai un coin de même. Je peux vraiment pousser de même, puis j'ai réussi à recaler les deux pièces, puis ils vont être très rigides. Puis l'idée, c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir deux images, je vais avoir deux coins, par exemple, qui peuvent appartenir à deux images. Mais l'idée, c'est que quand je les recale, je suis capable d'avoir un bon grip en deux features de deux images différentes. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des coins. Les coins, ça vous contraint dans deux directions à 90 degrés, ce qui est l'idéal. Je vais recacher mon sous-sol. Il y a toujours un peu une interprétation physique derrière ce qu'on fait là, avec les algorithmes de vision et la robotique. On travaille avec le monde réel. Donc, gardez ça un petit peu de l'intuition. Gardez ça en tête, cette intuition physique qui nous vient de nos problèmes. Donc, résumons les choses. Je cherche des key points qui vont être des points d'ancrage dans mon image qui vont avoir des bonnes propriétés. Je n'ai toujours pas de signature visuelle pour les distinguer les uns des autres. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des bons points pour m'arrimer dans l'image. On a vu la méthode de Moravec. On a vu la méthode des coins Harris, qui, je le répète, Harris est encore utilisé de nos jours. Et on va voir maintenant une troisième technique qui s'appelle la technique FAST pour Feature from Accelerated Segment Test. Donc, l'objectif de FAST, c'était de faire une technique encore plus rapide que la technique Harris pour être capable de trouver donc des coins rapidement dans l'image. On avait la question tout à l'heure de est-ce qu'on le fait, ne fait-on pas ce traitement sur l'image au complet? Oui, on le fait au complet. D'ailleurs, petite anecdote, Tom Drummond, qui est derrière l'idée de ce FAST, je l'ai rencontré par hasard dans une conférence en 2015, à un banquet. On a parlé pendant 3 heures, puis après ça, je lui ai demandé, après 3 heures, il dit, ben, tu fais quoi tu fais quoi comme recherche? Tu peux m'expliquer qu'il faisait le FAST feature, le FAST detector. Puis c'est drôle, je l'ai rencontré après avoir enseigné, j'ai rencontré la semaine suivante après avoir enseigné le FAST dans le cours de robotique mobile, parce que j'étais parti en conférence, c'était à Hambourg. Il m'a expliqué qu'il y avait eu l'idée. Un assistant justement de conférence, il était assis dans la salle, il a eu une idée, il l'a codé pendant que la personne présentait un article scientifique, puis il dit ah, ça fonctionne. En 15 minutes, il a réussi à avoir une idée. Et FAST, c'est probablement utilisé dans une dizaine de milliers de systèmes. C'est très, très, très populaire, le FAST. Donc, encore là, on est toujours dans la détection de coins, le key point. Et là, notre définition d'un coin, maintenant, ça va être un arc, une région qui va contenir un arc continu de N ou plus pixels. Vous avez un point central P ici. Vous avez un cercle que je peux tracer autour de ce point P-là. Disons ici, c'est un cercle d'un rayon de 3 pixels. Là, je vais dire, je veux avoir N pixels qui, de manière continue, vont passer un test. Soit que les N pixels ou plus sur l'arc vont être un peu plus intenses que le pixel central P. Donc, je veux que la différence d'intensité pour un point sur l'arc soit plus grande que l'intensité du point central P plus un threshold, donc une marge, ou qu'il soit un peu moins intense que le point central P. Vous voyez ici, moins intense.
d'une marge T. Il faut que dans le fond, que tous les points de cette région-là satisfassent un critère ou l'autre de manière continue pour n pixels continus sur l'arc. Okay. Donc, c'est notre définition de coin. Donc, vous voyez ici, c'est encore là basé sur des variations, mais c'est une variation qui est quand même un peu différente. C'est-à-dire, là, on va regarder seulement sur un cercle. On ne va pas regarder ici, je ne vais pas regarder ici. Je vais prendre mon pixel P, je vais tracer un cercle, puis je veux que ce critère-là soit respecté. L'aspect continu va être important ici, c'est ce qui va nous permettre d'accélérer le traitement. Parce que dans le fond, si je prends le pixel, disons qu'on choisit 12 pixels continus sur un rayon de 3 pixels, vous voyez ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, j'ai un cercle ici. Comme je veux du continu, ce que je fais en premier, c'est que je teste si 1 ou 5 ou 9 ou le 13 respecte l'un des critères. Parce que si j'ai 3 points, par exemple, disons que le point 1, 5 et 9 respectent le critère que ce soit plus clair, j'ai donc une condition nécessaire mais non suffisante à avoir un arc continu ici. Si j'ai 2 points qui respectent 1 et 9, mais que 5 et 13 ne respectent pas, donc j'ai une condition nécessaire et suffisante à ne pas avoir un arc. Donc, c'est fini. Je ne ferai pas d'autres tests. Okay? Donc, rapidement, toc, 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 4 tests, ça me dit ou non si j'ai une chance d'avoir un coin là. Donc, ça va aller très, très vite. Si je respecte, si 1, 5 et 9 respectent, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 12 autres pixels pour voir si mon arc maintenant est continu. Donc, c'est pour ça que ça va vite. J'ai un premier test, ça passe, là, je fais un test plus fin. Et si maintenant j'ai 12 pixels continus qui respectent le critère, j'ai maintenant un coin. Maintenant, la force du coin, ça nous prend tout le temps une valeur numérique qui nous dit c'est quoi la cornerness. En anglais, des fois, ils appellent ça. La coinité. Ici, ça va être dans le fond la somme des différences entre le pixel au centre et le pixel en pourtour, donc pour tous les pixels qui font partie de l'arc. Puis, dans le fond, ce qui va arriver, c'est, si vous vous rappelez, on avait la situation des maxima. Ici, les maxima, on avait plusieurs coins qu'il faut déclencher. Dans le cas du face, ce qui va arriver, c'est qu'on va conserver le coin, donc la valeur du centre du cercle, pour lequel la somme des différences entre l'arc et le milieu est la plus élevée. Donc, c'est la force du coin. Est-ce que R égale à 3 est important? C'est un paramètre comme un autre. Ce qui arrive, je pense, c'est que quand tu codes avec R est égal à 3, c'est que ça va très, très vite. Tu peux coder très, très vite le tout parce que tout, tu vas avoir 16 points, 16 tu divises par un exposant de 2. Fait que je pense que les gens, dans l'ensemble, c'est probablement paramétrisable. Tu peux choisir peut-être 4, 5 ou 6. Et dans l'ensemble, je pense que les gens font, c'est ils fixent à 3 pour trouver les coins. Puis après ça, ils vont prendre l'image originale, puis ils vont la shrinker pour que, dans le fond, un rayon de 3 pixels soit, disons, spatialement intéressant pour l'image d'entrée. Juste parce que ça se code super vite quand c'est un rayon des 3. Encore là, on voit ici l'utilisation de réduire et d'agrandir les images. De toute façon, souvent, ce qu'on va faire, quand on parlait je parlais aussi tout à l'heure de pyramide, feature pyramid, c'est-à-dire, je peux prendre une image originale, chercher des coins à la résolution originale, je divise d'un facteur 2, je cherche des coins, je divise d'un facteur 4, je cherche des coins, je divise d'un facteur 8, je cherche des coins, et ainsi de suite. Ce qui va me permettre de trouver des coins à différents facteurs d'échelle. Parce que ce qui arrive, c'est que mon coin qui est très loin, dans le fond, son facteur d'échelle est petit, puis à mesure que l'objet va se rapprocher de moi, mais ça veut dire qu'il va grandir d'échelle. C'est pour ça que je vais peut-être être capable de retrouver un coin à différentes grandeurs d'échelle. Donc oui, je fixe R égale à 3, mais après ça, je fais varier la taille de l'image d'entrée. Donc, on dit ici, FAST est environ 20 fois plus rapide que ARIS. Donc, si on va faire des opérations en temps réel, c'est une raison pourquoi FAST domine. Ou ici, on ne se le cachera pas, c'est extrêmement facile à coder. C'est des opérations qui se font très bien aussi en langage machine, c'est parallélisable, etc., etc. Donc, ça a beaucoup d'opérations simples. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de mettre au carré. C'est juste des comparaisons, des soustractions, des additions. Donc, ça va très, très vite.